Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais plutôt introduire avec vous l'autisme et ses différents degrés versus la psychosymbiotique chez l'enfant. Alors, qu'est-ce que l'autisme? L'autisme a été rangé par Sigmund Freud au début du XXe siècle dans les psychoses. Ensuite, dans les années 60, un psychanalyste britannique du nom de Bettelheim a écrit un livre sur l'autisme qui s'appelle, vous allez voir le titre est très évocateur, et c'est un livre que je ne vous conseille pas de lire si ce n'est avec un esprit très critique. Donc ce livre s'appelle La forteresse vide. C'est comment ne pas... je l'ai lu pendant mes études, je suis restée mais choquée des années par ce qu'il y avait dedans. Donc la forteresse vide, c'est en gros, il explique que l'enfant autiste est emmuré dans un monde psychotique qui ne lui donne accès à rien d'autre, et que c'est à cause de sa maman. Parce que bien sûr, la maman a un rôle prépondérant dans le développement de l'enfant, ça tout le monde est d'accord pour le dire, mais de dire que c'est de la faute de la mère, je pense que la mère se tape assez de culpabilité sur plein de choses sans qu'en plus on lui dise si votre enfant est autiste c'est à cause de vous, surtout que ce n'est pas vrai. On sait désormais grâce à des études scientifiques, qu'elles soient psychologiques, psychanalytiques, neurologiques et développementales, que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc ce n'est pas une psychose. J'ai vu aussi une vidéo d'un psychiatre qui disait que les autistes étaient des psychotiques. Non, l'autiste n'a pas un délire qui provoque un déni de réalité. Il n'est pas dans un déni de réalité. Il n'a juste pas la même grille de lecture que nous. Il a un trouble de la sociabilité. Il a très petit, dès la naissance, des conduites d'évitement du regard, donc c'est-à-dire que la maman va observer rapidement que l'enfant ne le regarde pas, ne le perçoit pas, ne l'aperçoit pas, ne la reconnaît pas en quelque sorte. Il est toujours en train de fuir du regard. C'est un des premiers signes. L'acquisition du langage est retardée et effectivement l'enfant a du mal à se développer normalement tant au niveau moteur que de la motricité fine donc le langage et ne peut pas se sociabiliser. Il est quand même bien enfermé dans un monde auquel il nous donne très peu accès, mais lui a accès à notre monde. Il a accès à ces deux mondes. Je dis le mot monde parce qu'il est important que tout le monde comprenne de quoi je parle. Je ne veux pas être trop didactique, je ne veux pas que les gens soient largués en fait quand ils écoutent mes vidéos. J'essaye de faire comprendre au plus grand nombre en fait.
Nous avons ensuite plusieurs degrés d'autisme. Nous avons les autistes qui ont un spectre sévère, donc c'est-à-dire les plus graves, qui eux ne parlent pas, qui à l'état adulte en fait ne parlent toujours pas, et peuvent entrer dans des crises. J'avais vu un documentaire où c'était en Allemagne, dans un centre pour autistes, cette jeune femme on lui mettait un casque en cuir et en mousse qui entourait complètement sa tête et son visage qui était attaché par-dessous quand elle voulait sortir se promener, parce qu'on la laisse quand même sortir se promener dans le jardin sous surveillance, mais dès qu'elle le pouvait, elle se tapait la tête contre les murs, elle s'infligeait des blessures pas possibles. C'est effectivement très troublant, très violent, ce mal-être intérieur. Ça, ce sont les cas les plus sévères. Après, nous avons les cas graves, donc un peu moins graves que ceux-là. Ce sont souvent des enfants dont on va remarquer quand ils jouent. Vous savez, l'enfant, quand il joue, il va souvent répéter le même jeu. Par exemple, il va jouer avec une voiture, il va faire un tour avec la petite voiture. Vous savez, les majorettes, là, les petites voitures, les jouets. Et puis après, il va changer de voiture. En fait, ou changer de prendre un camion, ou prendre une poupée. Ou... Vous voyez, dans l'enfance, l'enfant expérimente, mais il explore le monde, toutes les possibilités. Ce qu'on appelle la répétition. Voilà. Il répète des jeux pour pouvoir explorer les limites de ce jeu, quoi. Tandis que chez un enfant autiste, ça va être, ce ne sera pas de la répétition, ce sera de la réitération. Je vous mettrai en barre de description la référence d'un livre de Jean-Michel Vives, qui est psychanalyste et qui a été mon prof en fac de psycho, un livre sur l'autisme. Et il parle de cette réitération. Et en fait, la réitération, ce qui veut dire à peu près la même chose en français, hein, c'est-à-dire refaire la même chose, mais là, l'enfant autiste va utiliser toujours la même voiture, faire toujours le même trajet avant, arrière, avant, arrière. Il peut passer la journée à faire ça. Alors, est-ce que ça tend à dire que il n'y a pas de sujet chez un autiste? Un sujet, c'est une personne avec une conscience, un inconscient, vous voyez ce que je veux dire, avec un psychisme. Évidemment qu'il y a du sujet chez l'autiste, évidemment, évidemment. On ne peut pas penser qu'un autiste est un petit animal, un enfant sauvage. Alors, les enfants sauvages, si vous voulez, je vous en parlerai. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ah ben, c'est un cas encore à part. Mais bon, donc, pour revenir aux autistes, la réitération est un signe manifeste de l'autisme. Il faut savoir que l'acquisition du langage chez l'être humain, chez l'enfant humain, ne peut se faire que jusqu'à 6 ans. Si l'enfant à 6 ans n'a pas acquis le langage, alors on ne lui demande pas de parler comme un ministre, mais comprenez, d'échanger, communiquer. S'il n'a pas appris le langage, qu'il ne sait pas parler à 6 ans, il ne pourra plus jamais l'acquérir plus tard. C'est quand même, ça doit être très éprouvant pour les familles.
bon, alors on a aussi des symptômes d'écholalie, c'est-à-dire des enfants qui vont répéter la même histoire sans arrêt. C'est pour ça que certains psychiatres mélangent ça avec la psychose infantile, euh, mais on a plusieurs critères quand même pour déceler, diagnostiquer qu'il s'agit d'un enfant autiste. Euh, Dans les cas les plus légers, on a des autistes qui vont pouvoir communiquer avec leurs très proches, qui vont être en situation un peu de fuite avec les gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent, et ils vont fuir le regard et carrément essayer d'éviter de les rencontrer, c'est possible, ou se mettre dans un coin, et voilà. Mais ils auront accès quand même au langage. C'est vrai que dans les cas graves d'un enfant qui ne... Je reviens sur les cas graves là, d'un enfant qui a une conduite d'évitement du regard hein, systématique, euh, c'est très difficile de capter son regard parce que le regard, euh, le fait de regarder sa mère, par exemple, dès la naissance, la chose essentielle et la plus importante qui va l'aider à se développer au niveau psychique, à construire un moi. S'il est dans cette conduite d'évitement, il va effectivement construire ça, mais à sa sauce, quoi, et de façon beaucoup plus lente. Je dirais que l'autisme sont des enfants comme les autres, sauf qu'ils ont besoin de plus de temps et de plus de soins, d'aide et surtout de compréhension. Euh, donc on était au cas léger du spectre autistique, et puis nous avons donc à l'autre bord il y a sévère, grave, léger, et maintenant on aborde les Asperger. Alors j'avais fait un travail de recherche sur l'autisme d'Asperger, j'avais 15 à la fac, j'étais trop contente. Euh, et l'autisme d'Asperger, là, alors je pense que tout le monde a une idée de ce qu'est un autiste d'Asperger. C'est un autiste, un sujet qui va avoir des manies, alors pas dans le sens de la psychiatrie, hein, pas dans le sens de phase maniaque, mais des manies, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui connaît tous les horaires de train de la SNCF, qui les connaît, qui les a appris par cœur. Alors, quelqu'un qui va vouloir savoir absolument tout sur la Deuxième Guerre mondiale et qui est incollable, c'est-à-dire qu'il a retenu tellement de choses que l'historien qui le croise, bon, il est un peu... il a le seum, quoi. Parce que l'autiste en question va en savoir plus que lui sur cette période. Voilà, il y a des fixations comme ça. Et c'est une très grande intelligence. C'est un trouble là qui atteint une très grande intelligence. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans l'autisme d'Asperger, par exemple? Je vais vous parler du cerveau juste pour ces cas, parce que je pense que vous allez bien mieux comprendre plutôt que de vous parler du cerveau. Pour tous les cas, ça risque d'être plus compliqué. Dans les cas d'Asperger, qu'on confond parfois avec des HPI, des hauts potentiels intellectuels, les Asperger, dans notre cerveau, il y a une zone
qui est comme ça, comme une oreille, on va dire, et qu'on appelle l'hippocampe. Oui, oui, comme le petit animal dans l'eau, le petit cheval de mer, là. Bon. L'hippocampe, cette zone du cerveau, est le siège de la mémoire. Et chez les Asperger, on constate à l'IRM, on en fait plusieurs bien sûr pour confirmer le diagnostic, mais on constate une hypertrophie de l'hippocampe. C'est-à-dire que l'endroit, le centre de la mémoire dans le cerveau de ces enfants-là est hypertrophié. Il est plus grand que la normale et donc ils peuvent emmagasiner beaucoup plus de choses. C'est pour ça que quand ils choisissent un objet de fixation, ça ne s'arrête pas. Pourquoi j'ai mis versus la psychose symbiotique? Parce qu'il peut y avoir des confusions lors de certains diagnostics. Alors, en schizophrénie infantile, vous savez qu'il y a des psychiatres qui vont vous dire que vous êtes schizophrène alors que vous êtes autiste et inversement. Enfin, la psychose symbiotique chez l'enfant, en fait, c'est... alors là, par contre, il n'y a pas d'évitement du regard de la mère. L'enfant la regarde bien. La mère est le centre de son monde. C'est-à-dire que vous savez que l'enfant, tout petit, jusqu'à à peu près 2 ans, on va dire, est en totale symbiose avec sa mère. Ça, c'est normal. Là où ça commence à devenir un trouble, c'est quand à 3-4 ans, la symbiose que la mère essaye de couper, c'est-à-dire que l'enfant commence à s'autonomiser, à apprendre à être seul, à moins dépendre de sa mère pour certaines choses, et ben ça n'arrive pas, ça ne se passe pas, puisque l'enfant est totalement l'expression dans les jupes de sa mère, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il vit collé à sa mère, en symbiose. Je pense que symbiose, en fusion, voilà. Là, comme ça, tout le monde comprend. En fusion avec sa mère. La mère, elle va tenter tout naturellement de lui apprendre à devenir autonome, je ne sais pas, à mettre son pyjama, ses chaussures. L'enfant ne voudra pas. L'enfant voudra que sa mère le regarde manger, voudra, à des âges où l'enfant normalement peut manger au moins avec une cuillère tout seul, il ne va pas... Alors c'est pas qu'il ne peut pas acquérir, c'est qu'il est pris dans une spirale symbiotique qui l'empêche d'avoir ses acquisitions d'autonomie. Il les acquiert, il sait à quoi ça correspond, mais il refuse de sortir de ce monde où il est bien avec sa mère. Dans cet œuf, il est resté dans l'œuf en fait. Et la psychose symbiotique, je vous mettrai aussi la référence d'un livre de la psychanalyste qui l'a découvert. J'ai toujours été, alors je ne vais pas dire fasciné, mais c'est toujours très émouvant de penser à cette psychose symbiotique chez l'enfant. Le fait que l'enfant, finalement, autant il est naturel pour la mère de se séparer, autant pour l'enfant c'est plus compliqué, c'est plus dur. D'ailleurs, chez l'enfant qui ne subit aucun trouble, qui n'est ni classé dans les psychoses, ni dans les troubles autistiques, ni quoi que ce soit, il y a des enfants qui sont plus lents à devenir propres, plus lents à marcher, plus lents à parler. Déjà, tous les enfants n'acquièrent pas les stades avec la même rapidité, les stades du développement. Donc on comprend quand même que l'enfant a un attachement avec sa mère. Et pour aller plus loin sur cela,
des psychologues ont fait dans les années 70, je crois, une expérience. Bon, alors là, accrochez-vous parce que c'est chaud, quoi. Une expérience avec, c'était des... Est-ce que c'était des chimpanzés ou des gorilles? Je crois que c'était des chimpanzés, avec des bébés chimpanzés. Ils ont retiré les bébés chimpanzés à leur mère. Donc vous savez que les chimpanzés, ils tètent la maman comme les humains, enfin comme les mammifères, quoi. On tète les chats, les chiens. Ils les ont retirés, donc nourrissons, hein, de leur maman. Quand je vous dis retirer, ils les ont pas retirés définitivement, hein. Tout le monde se calme. Et ils ont placé dans une pièce 2 mannequins. Un mannequin qui contient de la nourriture et un mannequin qui a une fourrure. Donc un mannequin sans fourrure qui a de la nourriture à disposition, près duquel le bébé chimpanzé peut aller se nourrir, et l'autre qui a une fourrure, et ils ont voulu constater ce qui se passait, et effectivement, ça me touche d'y repenser parce que j'ai vu les images de ces expériences, et en fait, le bébé chimpanzé a couru et s'est jeté sur le mannequin qui avait la fourrure, évidemment. Il voulait la maman. Parce qu'autant il n'y a pas d'instinct maternel, c'est sociétal l'instinct maternel. L'instinct maternel de façon naturelle et génétique n'existe pas. Alors là, je révolutionne un truc, mais... Enfin, je révolutionne, c'est pas moi qui révolutionne, mais ce que je vous dis risque de vous choquer. Non, l'instinct maternel sociétal existe, mais l'instinct maternel génétique naturel n'existe pas. D'ailleurs, on voit, hein, toutes les mères ne sont pas... Bon. Dans la nature aussi, on voit des mères qui abandonnent leurs petits quand leurs petits sont blessés. En fait, ce que ça tient à montrer, c'est que l'enfant, lui, a un instinct vers la mère. C'est-à-dire c'est instinctif. La mère, elle a l'instinct de reproduction, l'instinct de fuite et l'instinct de de se nourrir, quoi, d'alimentation. Voilà les instincts qu'on a de manière naturelle. Se reproduire, se nourrir et fuir ou se battre en cas de danger. Tandis que l'enfant, lui, il n'a pas encore acquis les autres instincts, mais lui, il a un instinct précieux, c'est celui d'avoir besoin de sa mère, un besoin vital. Évidemment, à la fin de ces expériences, ils ont rendu les bébés. Ce sont des expériences qui ont duré que quelques heures, hein. Ils n'ont pas enlevé les bébés de leur mère à leur mère pendant des... Ils les ont rendus, les mamans chimpanzés les ont repris, elles ont reconnu l'odeur, donc elles ont recommencé à donner le lait et tout ça. Surtout qu'elles avaient des montées de lait, donc il fallait bien que maternité se passe.
Mais c'est très intéressant en tout cas, même si je vous avoue que le documentaire était, au-delà de ce que ça traduit qui est fascinant, c'était très choquant. Je me rappelle avoir fondu en larmes dans l'amphi. C'était quelque chose. Voilà. Donc pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Je vous embrasse. Mettez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous avez envie. En tout cas, sachez que ça fait plaisir. Et puis, je vous retrouve jeudi pour une vidéo make-up. Et dimanche prochain pour une vidéo psychanalyse. Voilà. Allez, je vous embrasse.